Bien. Nous allons donc, maintenant, resserrer un petit peu, le point de vue en abordant les spécificités des données transfrontalières dans le Rhin supérieur et la grande région. Et comme nous avons vu, au début, les 2 espaces de coopération ont un rôle moteur, sont souvent cités comme région modèle dans cette question, d'observation du territoire à données transfrontalières et une grande partie, de ce succès est évidemment due aux 2 structures qui, s'occupent de cette observation, territoriale. Et donc, au travail également fait par, les collaborateurs de ces 2 instituts que j'ai maintenant le plaisir, d'accueillir parmi nous et de vous présenter très brièvement. Alors concernant, GeoRENA, nous avons, 2 représentants de GeoRENA. Tout d'abord Boris Stern, qui est géomaticien en charge de la partie technique de GeoRENA et de son prédécesseur, le SIG Rhin supérieur, depuis plus de 15 ans. Il préside également le groupe d'experts GeoRENA de la conférence du Rhin supérieur. Monsieur Lionel Kinderstut est en charge de la cellule organisation de GeoRENA depuis 2018. Cela concerne l'animation, la communication, le conventionnement ainsi que le suivi frontalier. Tous deux sont agents de la collectivité européenne d'Alsace. Et puis pour le SIG de la Grande Région, je donne la bienvenue à Monsieur Thierry Hengen. Monsieur Hengen est géographe et il est depuis 7 ans le coordinateur du SIG-GR et administrateur du portail de la Grande Région. Il est rattaché au ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Lancé officiellement en avril 2010 dans le cadre d'un projet Interreg 4A Grande Région, le SIG a pour rôle de produire des données géographiques transfrontalières et harmonisées pour l'ensemble de la Grande Région. Il ne remplace pas bien évidemment les systèmes d'information géographique nationaux, régionaux ou communaux en place dans les différentes régions, mais assure plutôt un rôle complémentaire en générant une base de données comparable et compatible, ce qui permet d'une analyse transfrontalière des diverses dynamiques territoriales de la grande région. Messieurs, je vous passe la parole et nous allons peut-être commencer par le sud de nos 2 espaces de communication, par GeoRENA. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Lionel Kinderstut. Je vais entamer cette présentation relative aux spécificités des données transfrontalières. Donc, pour vous présenter rapidement le contenu de cette présentation, il y aura d'abord un petit rappel des 2 territoires transfrontaliers concernés, Rhin supérieur et Grande Région. Tout tenteront ensuite de définir ce qu'est une donnée. Vaste sujet. Boris Stern nous donnera ensuite la définition d'un type particulier de données, c'est la donnée géographique. Et de manière plus caractéristique, il évoquera les données transfrontalières, les spécificités de ces données, les blocages et solutions qui peuvent exister. Enfin, Thierry nous présentera quelques exemples et la plus-value qu'apportent ces données. Donc, tout d'abord, on l'a déjà évoqué, mais les périmètres d'intervention de GeoRENA et du SIG Grande Région, le Rhin supérieur et la Grande Région. Donc, ce sont 2 espaces au cœur de l'Europe, très dynamiques au niveau économique et démographique, à la tradition transfrontalière ancienne et dont la coopération est aujourd'hui bien structurée. Le Rhin supérieur, c'est quoi? C'est l'Alsace en France, le Pays de Bade et le Sud-Palatinat en Allemagne, ainsi que 5 cantons de la Suisse de Nord-Ouest, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Soleure, Argovie et le Jura. La Grande Région, ce sont les 2 Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre en Allemagne, l'ex-région Lorraine en France, le Luxembourg, ainsi que la Wallonie pour la Belgique. Alors, à titre de comparaison, la Grande Région est géographiquement plus vaste, plus peuplée et concentre davantage de travailleurs frontaliers que le Rhin supérieur. Néanmoins, le Rhin supérieur, c'est un PIB de 280 milliards d'euros environ, soit au moins autant qu'un pays comme la Finlande, par exemple. Le Rhin supérieur et la Grande Région, c'est un périmètre en commun. En l'occurrence, le Palatinat est désormais une partie de la région Grand Est. C'est aussi des échanges réguliers entre la conférence du Rhin supérieur et le secrétariat de la Grande Région et une collaboration qu'on pourrait qualifier d'exemplaire entre nos 2 outils, GeoRENA et le SIG de la Grande Région. Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, on va se demander ce qu'est une donnée. Donc, il est très difficile de donner une définition universelle de la donnée, donc nous allons rester assez généralistes, mais au niveau technique, on pourrait la qualifier par une valeur obtenue par la mesure et l'observation.
Il faut savoir que les données peuvent être de nature très différente suivant leur source et elles doivent souvent faire l'objet d'une transformation préalable avant traitement. L'enjeu étant de travailler des données brutes pour leur donner un sens et ainsi obtenir une information. Il en existe de nombreux types et formats. Ici, celles qui nous intéressent, les données statistiques, les données socio-économiques, ainsi que les données géographiques. Mais des caractéristiques, elles, sont récurrentes au niveau spatial et temporel. Le traitement et la diffusion de ces données représentent un enjeu très important et particulièrement d'actualité. D'une part, sur leur ouverture, hein, vous avez tous entendu parler des démarches sur l'open data, mais également leur protection avec le récent règlement européen sur la protection des données. Enfin, les métadonnées sont une ressource importante également. Elles servent à définir, décrire une ou des autres données. En fait, il s'agit d'informations structurées qu'on pourrait résumer par une donnée de données ou une information sur l'information. Alors, tout de suite, quelques exemples sur les données et leur traitement. Là, en haut à gauche, vous avez l'extrait de la brochure Grande Région en chiffres. Hein, donc là, c'est plusieurs thématiques de données sur la population, le territoire, l'économie, l'énergie. En dessous, vous avez l'extrait du catalogue de métadonnées du SIG Grande Région, qui est d'ailleurs similaire à celui de Géorena. En bas à droite, c'est une fiche de métadonnées issue du géoportail Géorena. En haut au centre, c'est l'exemple type d'une base de données sous forme de tableur. Enfin, en haut à droite, il s'agit d'une carte de flux de frontalier dans le Rhin supérieur, issue, elle, de la brochure Rhin supérieur, faits et chiffres 2020. Voilà, je vais tout de suite passer la parole à Boris pour les données géographiques. Merci Lionel. Bonjour à tous. Alors maintenant que vous savez tous ce que c'est une donnée, nous allons nous pencher sur un type particulier de données que sont les données géographiques. Alors, une donnée géographique, c'est tout simplement une donnée qui a une référence spatiale, c'est-à-dire une information qui va permettre de localiser la donnée dans l'espace, généralement avec une longitude, une latitude, parfois une élévation. Pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser à cette donnée géographique? Tout simplement parce qu'on considère que sur 80% des données peuvent être référencées et donc 80% des données sont des données géographiques. Les données géographiques sont de différents types quand on les utilise dans un système d'information géographique. Elles peuvent être vectorielles, c'est-à-dire avoir une référence spatiale qui est localisable sur un point. Ça va par exemple être le centroïde d'une commune, une ligne, ça va être un cours d'eau, une route, une autoroute ou un polygone dans le cas par exemple d'un périmètre de commune. Un autre type de données géographiques va être les données raster. Raster, ce sont simplement des images, comme une photo qui va être géoréférencée. C'est ce que vous allez retrouver assez classiquement lorsque vous faites des recherches de cartes sur Internet. Enfin, le troisième type, ce sont les données localisables. Ça peut être tout simplement un tableau dans lequel il y a des indications qui vont permettre de localiser la commune, par exemple son nom ou son identifiant. Chaque donnée géographique va avoir 3 niveaux de description. Le premier, la géométrie, c'est-à-dire sa forme. Le deuxième, la sémantique. La sémantique, c'est la définition de la donnée plus les attributs, c'est-à-dire les caractéristiques de la donnée. Et enfin, la topologie qui va consister à faire le lien entre les différentes données, par exemple la commune X est voisine de la commune Y. Enfin, la donnée géographique dispose de sa propre métadonnée, de son propre format de métadonnée qui est normé avec l'ISO 19915 pour les métadonnées de données et la métadonnée ISO 1939 pour les métadonnées de service. Alors, on va vous illustrer tout ça avec quelques exemples. Sur la carte en haut à gauche, vous allez retrouver les voies navigables à l'échelle de la Grande Région et du Rhin supérieur. Les voies navigables, comme je l'ai indiqué précédemment, ça va être des données vectorielles linéaires. La carte au milieu et en dessous,
ce sont des données ponctuelles, c'est-à-dire c'est vraiment localisé sur un point. Dans ce cas-là, ce sont les cartes de bonnes pratiques énergétiques que nous avons élaborées avec Trion dans le Rhin supérieur. Enfin, ces entités, ces données géographiques peuvent être combinées. C'est l'exemple en bas à gauche avec les documents d'aménagement du territoire nationaux et régionaux à l'échelle de la grande région, où vous allez retrouver des données ponctuelles, des données linéaires, des données surfaciques ou polygonales et des rasters. Maintenant que vous savez tout sur la donnée géographique, nous allons voir comment créer une donnée géographique transfrontalière. Le traitement pour créer une donnée géographique transfrontalière est assez chronophage, voire très chronophage. Nous partons généralement de données pour le SIG de la grande région ou pour GEORENA, de données qui existent déjà au niveau national. Ces données peuvent provenir soit du cloud, d'Internet, soit de fichiers qui nous ont été mis à disposition, soit de bases de données accessibles via Internet ou qui nous sont mises à disposition. Ces données peuvent être structurées, semi-structurées ou non structurées, c'est-à-dire qu'elles s'intègrent à d'autres jeux de données. Enfin, ces données sources peuvent être soit verrouillées, c'est-à-dire accessibles après autorisation, soit en open data et donc accessibles librement. Notre premier travail va consister à collecter ces données. Une fois qu'on a récupéré les différents jeux de données, on peut rajouter de l'information nous-mêmes en éditant ces données, mais on va surtout commencer par les analyser. Pour ça, on va commencer par regarder le jeu de métadonnées, le millésime, la résolution, etc., etc. À partir de cette analyse, on va réaliser un premier traitement, un pré-traitement qui va consister essentiellement à supprimer tout ce dont on n'a pas besoin. Pour un périmètre donné, par exemple, on va supprimer tout ce qui est à l'extérieur de ce périmètre donné. Idem pour les attributs. Puis va venir le traitement proprement dit qui va essentiellement consister à agréger les données, la partie géométrique et la partie attributaire. Ensuite, nous allons vérifier si la donnée répond bien à ce que nous recherchions. Si ce n'est pas le cas, c'est la petite flèche en bas en orange. On va rechercher à nouveau les métadonnées, on va refaire le traitement et si ça ne répond toujours pas, on va rechercher un nouveau jeu de données jusqu'à ce qu'on aboutisse au résultat escompté. Une fois qu'on arrive à ce résultat, on va réaliser une documentation pour nos deux SIG de manière bilingue, c'est-à-dire on va générer la métadonnée et ensuite on va l'exploiter. L'exploitation peut consister soit en production de cartes, en diffusion de données ou en production de cartes interactives. Certaines de ces données, lorsqu'elles sont souvent protégées à la base, il nous faut également les protéger lors de la diffusion. Alors, pourquoi a-t-on besoin de données transfrontalières? Pourquoi ce sont des données qui sont tant recherchées? Tout simplement parce qu'on n'habite pas sur des îles et qu'on a besoin de connaître le fonctionnement de nos voisins. Les élus, les techniciens ont des besoins de mesures, de différences, des spécificités à l'échelle frontalière de part et d'autre, donc des deux frontières. Donc ce sont des données qui sont très recherchées et malheureusement qui ne sont pas toujours disponibles. Alors, petite notion d'échelle, la disponibilité des données transfrontalières est relativement importante à petite échelle, à l'échelle européenne, notamment grâce aux différents travaux de l'Europe et notamment d'Eurostat. On trouve de plus en plus de données statistiques à petite échelle. On voit ici au centre une carte de densité de la population à l'échelle du NUTS 3. Le NUTS 3 concerne les départements en France et les Kreise, Stadtkreise et Landkreise en Allemagne. Donc, c'est une échelle qui est relativement petite et qui va malheureusement pas permettre de faire une analyse fine.
Les données à grande échelle, donc très fines, à l'échelle communale, voire infracommunale, sont malheureusement peu disponibles et c'est justement l'intérêt des SIG que sont GeoRENA et le SIG de la grande région. Alors pourquoi ces données sont peu disponibles? Tout simplement parce qu'il y a de nombreuses difficultés de comparabilité des données, tant à l'échelle de la définition même de la donnée. Nous avons travaillé par exemple sur les zones d'activité. La notion de zone d'activité est totalement différente en France, en Allemagne, en Suisse, et très certainement, encore une fois, au Luxembourg, en Belgique. La géométrie peut être différente, les attributs, le millésime, c'est-à-dire l'année de référence. Pour le recensement de population en France et en Allemagne, on sait que ça fonctionne très différemment. Et bien sûr, les échelles. Ensuite, l'accessibilité également. Il y a certaines données qui vont être facilement accessibles dans un pays, beaucoup plus difficilement dans l'autre, notamment liées à des obstacles juridiques et administratifs. Je pense notamment, par exemple, aux données sur le nombre d'étrangers qui est plus difficilement accessible en France. Ensuite, il y a bien sûr les obstacles linguistiques, parce que même si ces données existent de part et d'autre, il faut comprendre la langue du collègue ou des données ou des métadonnées descriptives pour pouvoir y accéder. Plus spécifiquement, les différences dans les données se rencontrent également dans les données géographiques. Alors, pendant longtemps, on a eu des problèmes de système de projection avec des systèmes de projection différents dans les trois pays. Heureusement, l'Europe est intervenue avec le système ETRS 89 qui rend les données, c'est-à-dire la géométrie, la représentation géométrique plutôt, comparable de part et d'autre des frontières. Mais néanmoins, la géométrie, la sémantique, donc les attributs et même parfois les formats de données vont être différents. Ensuite, les métadonnées qui sont également différentes. Les sources de données aussi. Dans un pays, elles vont être accessibles, par exemple, à l'échelle de la commune, pour l'autre, à l'échelle du canton. Heureusement, avec l'Europe, il y a de nombreuses normes aussi, et pas qu'avec l'Europe d'ailleurs, hein, qui ont été mises en place récemment avec la directive Inspire, qui permet la meilleure diffusion et l'interopérabilité des données entre elles. Ce qui fait, en résultat de toutes ces problématiques, avec notre collègue Thierry du SIG de la Grande Région, nous avons coutume de dire que si on se base sur un jeu de données complet issu de la Belgique, du Luxembourg, de la France, de l'Allemagne ou de la Suisse à 100%, qu'on le mouline à travers l'un des SIG transfrontaliers afin d'avoir des données géographiques transfrontalières, à la sortie, on n'aura que 10 à 20% de données transfrontalières, donc de données nationales comparables. En gros, ça correspond au plus petit dénominateur commun. Mais il me semble que Thierry, Oui, merci Boris. Bonjour à tous et à tous. Maintenant, il ne faut pas résigner, il faut chercher des solutions et trouver des choix et des compromis. Par exemple, ici en haut à gauche, la carte qui montre l'évolution de la population en grande région entre 2000 et 2019. En bas, encadré en rouge, vous voyez en fait pour la Lorraine, la période d'observation est différente en raison du fait que les données Lorraine sont disponibles les plus récentes au moins que pour 2017. Donc, un choix a été fait pour trouver donc un compromis pour la carte, en coopération avec l'OIE, qui donc qui a fourni des données à base de cette carte. En bas à gauche, une carte qui montre aussi l'enjeu des territoires d'observation, qui sont souvent pas facilement comparables, sachant que, par exemple, les territoires des communes, moins de la grande région, mais aussi au Rhin supérieur, sont souvent différentes. Par exemple, les communes en France sont beaucoup plus petites que celles en Wallonie. Donc, il faut chercher soit faire des agrégations de données, de territoires, ou même choisir un mélange de territoires qui sont de leur taille plus comparable. Il faut aussi être très vigilant au changement au niveau des communes, au périmètre des communes qui peuvent changer par des fusions, ou même les noms des communes qui peuvent changer,
qui impactent fortement les travaux des SIG de la grande région. Et aussi du Guillaume, parce qu'il faut faire le suivi et il faut être vigilant que ces changements sont répertoriés dans nos travaux et nos cartographies. Finalement, en haut à droite, un exemple de géométrie différente. En rose, les communes françaises à la frontière de la grande région et du Rhin supérieur, les données du SIGR, et en bleu, celles de Guillaume qui se basent sur des sources différentes et donc les géométries peuvent également être différentes. Maintenant, je vais me montrer donc quelles sont les solutions possibles pour donc changer la situation au futur. Une solution importante, c'est le travail en réseau. SIGR et Guillaume ne sont pas seuls à faire face à l'enjeu partagé de l'observation transfrontalière. Non. Il y a entre autres des réseaux d'offices statistiques en grande région, mais aussi au Rhin supérieur, qui travaillent déjà de longue date, et même beaucoup plus long que nous, SIG, sur la thématique de l'observation transfrontalière et sur l'échange de données transfrontalières. Il y a également des observatoires du marché de l'emploi, l'OIEP pour la grande région et le ERST pour le Rhin supérieur, qui prioritairement sur l'observation du marché de l'emploi, et aussi également d'autres thématiques en lien avec le marché de l'emploi. Il y a aussi des acteurs de la recherche et académique comme l'UNIGR, l'Université de la Grande Région, avec son Center for Border Studies, qui notamment aborde très spécifiquement les enjeux de la coopération, des interdépendances transfrontalières dans la grande région. Il y a aussi le pilier sciences de la RMT au Rhin supérieur, ou encore le réseau des acteurs d'énergie et du climat Trian au Rhin supérieur. Donc, on n'est pas seul. Et il faut aussi travailler ensemble pour trouver des solutions. Et en effet, on travaille étroitement ensemble, par exemple, aux grandes régions, entre SIGR, l'OIE ou encore le réseau des offices statistiques. Mais par ailleurs, il faut aussi travailler ensemble étroitement avec des experts thématiques, parce que ce sont eux, en fait, qui fournissent les données thématiques à base des cartographies, par exemple, que réalisent la CGGR et Guillaume. Je cite prioritairement les groupes de travail du sommet de la grande région et de la conférence du Rhin supérieur, qui disposent, par exemple, les groupes de travail transport ou environnement énergie, qui sont composés d'experts thématiques et qui sont en mesure de nous fournir les éléments, les données nécessaires pour alimenter les travaux d'observation transfrontalière. De même aussi des projets indirects, SIGGR et Guillaume, nous sommes très fortement sollicités par des projets indirects qui souhaitent faire des cartographies pour soit, disons, soutenir leurs travaux ou faire des infographies, ou donc démontrer, illustrer plus précisément aussi les dynamiques territoriales liées à leur projet. Et bien sûr aussi des chercheurs universitaires qui ont aussi souvent des questions en lien avec nos travaux. Cette liste, elle n'est pas exhaustive, il y a beaucoup plus d'acteurs qui sont bien sûr à nommer, mais n'ont pas le temps aujourd'hui de le faire. Maintenant, pour donner un peu des exemples, par exemple, si on prend l'exemple de la thématique environnement, c'est le sous-groupe de travail qualité de l'air de la grande région qui a coopéré avec le SIG de la grande région pour réaliser récemment des cartes interactives sur les mesures de la qualité de l'air dans la grande région avec des données en temps réel qui sont mises à jour tous les heures. Donc, bien sûr, SIGR, on n'est pas expert dans cette thématique. On a besoin des éléments et des données fournis par les instituts spécialisés dans la qualité et dans le suivi de la qualité de l'air. Encore en bas à gauche, aussi pour la grande région, c'est une cartographie, ou plutôt des données en fait à grande échelle sur le réseau hydrographique de la grande région qui ont été réalisées avec le soutien du BKG allemand, c'est une sorte de cadastre au niveau national de l'Allemagne, en coopération avec les cadastres régionaux de la grande région, qui ont donc fourni leurs données pour faire une cartographie à grande échelle et aussi harmoniser des différents fleuves en grande région. Maintenant, pour nos partenaires au Rhin supérieur, c'était le réseau Trian Climate qui a apporté les données et l'expertise thématique nécessaire en coopération avec Guillaume pour réaliser une carte
interactif et thématique sur les centres de production d'énergie renouvelable au Rhin supérieur. Une carte, je pense, très intéressante. Maintenant, si on regarde dans quoi en fait réside la plus-value de nos travaux, les travaux d'observation transfrontalière, il y a plusieurs points à évoquer selon nous. Avant tout, c'est le soutien des structures et groupes de travail de la grande région du Rhin supérieur, également des projets comme des projets Interreg. Nous sommes aussi un outil d'aide à la décision politique, notamment pour orienter la prise de décision, par exemple lors de la planification transfrontalière, comme c'est le cas actuellement pour le schéma de développement territorial de la grande région, qui se base aussi sur une analyse territoriale, sur base des cartographies réalisées au soutien, en coopération avec les SIG de la grande région. L'information, l'observation peut être un outil une source d'information. Par exemple, bien sûr aussi pour l'expert thématique, mais aussi pour les citoyens, notamment via les géoportails de la grande région et du Rhin supérieur. L'observation est aussi un outil de promotion territoriale, par exemple via la réalisation de cartes touristiques transfrontalières. C'est aussi, surtout actuellement, un outil de gestion de crise pour suivre les évolutions de chiffres pendant la pandémie actuelle, ou encore pour la peste porcine africaine, qui impacte la frontière entre la France, la Wallonie et le Luxembourg. Et finalement, last but not least, c'est aussi un moyen, un outil pour, disons, soutenir l'identification des personnes qui vivent et travaillent sur nos deux espaces de coopération, la grande région et le Rhin supérieur. Donc, je pense qu'il faut vraiment utiliser et exploiter la donnée transfrontalière comme source de connaissances via des outils spécialisés comme SIGGR et Georina et comme tous nos observatoires partenaires pour donc assurer, à moyen et long terme, une observation territoriale transfrontalière et continue via donc aussi la mise à jour des indicateurs importants pour ce suivi territorial. Pour donner des exemples, j'ai maintenant parlé de gestion de la crise. Donc, Georina et SIGR ont aussi donc réalisé en printemps 2020 des cartes interactives sur les chiffres de cas confirmés et des décès cumulés liés en relation avec le coronavirus. Des cartes très fortement sollicitées par les partenaires et par les citoyens de la grande région et du Rhin supérieur. D'un côté plus positif, la CGGR a aussi soutenu le projet Interreg marketing touristique numérique de la grande région pour réaliser 100 000 exemplaires de cartes de dépliants imprimés avec des sites intéressants, des sites historiques et culturels de la grande région. Avis amateur pour voir et consulter sa carte en format PDF et papier. Finalement, pour un peu faire des conclusions sur notre présentation commune. Donc, quels sont en fait les points importants qu'on peut maintenant, disons, souligner? D'abord, en fait, les données transfrontalières sont absolument nécessaires pour assurer un développement harmonieux du territoire frontalier, pour créer aussi une situation win-win et pour éviter des grands différentiels socio-économiques. Comme Boris a bien en fait indiqué, malheureusement, ces données peuvent être bien disponibles à une petite échelle, comme dans l'Europe, par Eurostat, mais encore très faiblement à grande échelle, comme au niveau communal. Elles sont d'ailleurs très peu comparables entre différentes définitions et méthodologies nationales et régionales de part et d'autre de la frontière. Donc, par la suite, il cite un grand travail de traitement expliqué par Boris, donc les différentes étapes de traitement nécessaires pour arriver à une donnée comparable au niveau transfrontalier. Donc, aussi dans les années à venir, ces données restent malheureusement encore rares et diffuses et il faut vraiment travailler ensemble parmi les différents observatoires pour changer cette situation à fur et à mesure. Il faut créer des plateformes d'échange, il faut faire des réseaux comme celui-ci, en fait, donc créé par la MOT et le BBSR pour échanger ensemble sur nos besoins et les difficultés
et trouver des solutions ensemble. Donc, pour finir, ce séminaire aujourd'hui, c'est comme une pièce, un morceau de mosaïque dans un processus à long terme qui est partagé avec tous nos acteurs d'observation transfrontalière pour trouver des solutions. Et on espère un jour, on aura plus de données transfrontalières partagées avec vous tous. Rendez-vous sur le site internet Guiorena, guiorena.eu et sig-gr.eu pour plus d'informations sur nos deux projets de SIG transfrontaliers. Merci à vous et merci pour votre attention. Merci beaucoup Thierry pour cette belle conclusion imagée. Alors, je constate que en version digitale, on a les mêmes problèmes qu'en format présentiel. On court toujours après le temps. On est déjà sur quasiment la théorique fin de la pause. Je vais néanmoins vous poser quelques questions. Je vais faire un seul bloc de questions et je vous prierai d'y répondre rapidement. Tout d'abord, une question pour Thierry Hengen, plutôt pour la Grande Région, le SIG de la Grande Région. Concernant la possibilité de voir intégrer un jour aux données de la Grande Région les données ardennaises, voire de l'ex-Champagne-Ardenne, correspondant donc à la région Grand Est aujourd'hui. Et puis pour revenir, vous l'avez déjà abordé dans vos conclusions, mais encore ce prisme européen, à tous les trois maintenant, quel type de relation entretenez-vous avec l'INSEE qui s'est doté d'une mission transfrontalière ou avec Eurostat? Est-ce simplement de la récupération de données ou un véritable partenariat pour l'accès à l'information? Et enfin, l'application stricte de la directive INSPIRE pour chacun des territoires ne permettrait-elle pas de faciliter l'émergence de nouveaux jeux de données agrégés à échelle transfrontalière? Messieurs, vous avez la parole. Donc, je propose de commencer avec la première question posée contenant le territoire ardennais. Donc, SIG en fait, c'est la grande région dans son périmètre actuel, dont englobe seulement le territoire de l'ex-région Lorraine, du région Grand Est. Donc, notre mandat de travail, malheureusement, porte normalement seulement sur ce territoire Lorraine pour le versant français. Mais on sait bien sûr qu'entre-temps, la région Lorraine fait partie du Grand Est. Et bien sûr, en fonction des besoins, des demandes particulières, par exemple les groupes de travail, notre travail peut aussi porter sur tout le Grand Est. Mais c'est toujours la demande qui doit émaner des partenaires français en coopération, en concertation avec les autres partenaires de la grande région pour donner ce mandat d'un travail élargi chez la grande région. Ceci est par exemple le cas maintenant pour un travail qui est mené en fait pour le SIGGR en coopération avec le groupe de travail environnement de la grande région pour donc cartographier les continuités écologiques dans la grande région. Ce travail sera donc par exemple mené sur toutes les frontières de la région Grand Est, donc qui est donc plus grande que le périmètre seul de l'ex-région Lorraine. Merci. Je vais peut-être prendre la parole concernant la question sur l'INSEE. Donc, la collaboration avec l'INSEE à proprement parler, en tout cas entre Géorena et l'INSEE, elle est ancienne, hein. Les échanges techniques et méthodologiques sont fréquents, notamment lorsque nous élaborons des cartes à vocation statistique. En ce qui concerne maintenant le pôle transfrontalier qui s'est créé assez récemment, nous avons eu les premiers contacts dans le cadre du projet Moreau qu'on a évoqué tout à l'heure. Le projet Moreau, donc, qui lui s'est appuyé sur Géorena pour voilà, servir d'intermédiaire entre l'INSEE, ce pôle transfrontalier, et Moreau, voilà, pour la recherche des indicateurs. Donc oui, effectivement, il y a une collaboration qui doit être approfondie maintenant entre Géorena et ce nouveau pôle transfrontalier d'INSEE. Et pour la troisième question qui concernait l'application de la directive INSPIRE, alors la directive INSPIRE va faciliter l'échange et l'interopérabilité des données entre les pays. Par contre, elle ne va pas faciliter leur comparabilité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir échanger plus facilement les données, mais les données restent aussi peu comparables que par le passé. Donc, c'est un facilitateur, mais pas pour la comparabilité. Bien, merci beaucoup pour vos réponses. Nous avons su
une dernière question de monsieur Marx, mais je propose de la garder directement pour la table ronde, qui viendra par la suite car elle peut, elle s'insère très bien dans la thématique de la future table ronde pour nous permettre à tous de faire une courte pause, pour des raisons, du coup de respect, des horaires prévus. Nous allons réduire la pause à 5 minutes et nous nous, retrouvons allez 7 minutes. On se retrouve à 11h40 pour la table ronde. À tout de suite.